à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma et littérature et pour ça, nous recevons l'écrivain et journaliste Nicolas Destiendorf. Nicolas Destiendorf, bonjour et bienvenue sur Télésud dans l'entretien du jour. Alors aujourd'hui, vous sortez un nouveau roman qui parle donc de cinéma. C'est la première fois dans votre carrière d'écrivain que vous consacrez tout un livre de beaucoup de pages, hein. Un gros tome, 507 pages consacrées au cinéma. Alors comment vous est venue cette idée de parler de Max Topart ? Alors en fait, pour moi c'est une trilogie. J'avais fait un roman qui se passait dans les années 40 dans l'univers de la presse, ensuite un roman qui se passait dans les années 50 dans l'univers de l'édition, et là on est dans les années 60 et dans l'univers du cinéma. Le cinéma c'est une passion de toujours. En fait, avant d'être romancier, je voulais être cinéaste. Et j'ai écrit petit garçon décidé, enfin même adolescent ou jeune adulte, des scénarios, beaucoup de choses extrêmement bavardes, pas très bien troussées. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus fait pour le roman que pour le cinéma, mais j'en ai gardé une espèce de petite frustration parce que j'ai passé des années et des années dans les salles obscures et à regarder des films et surtout des films anciens, et donc j'ai eu envie de rendre hommage à cette passion de toujours, à la manière d'une sorte de grande fresque romanesque où je parlerai d'un cinéaste qui serait le fil rouge de toute l'histoire du cinéma de 1900 à 1960. Et, donc de Charlie Chaplin à la Nouvelle Vague. De Charlie Chaplin à la Nouvelle Vague, un homme qu'on aurait totalement oublié, qu'on aurait effacé, qu'on aurait cancellé, comme on dit de nos jours, et qui en fait aurait eu toutes les bonnes idées, toutes les bonnes intuitions, mais que mystérieusement, on aurait ligoté et qu'on aurait fait disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, comment vous avez trouvé ce personnage que personne ne connaît, puisqu'il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'archives sur ce monsieur, mais pourtant, Maurice Topart aurait bel et bien existé. Alors, j'espère qu'il a existé. Je maintiens, si je puis dire, l'ambiguïté pendant tout le roman. C'est-à-dire, ce que l'on sait de Max Topart, c'est le titre, et la question, c'est qui est Max Topart ? A-t-il vraiment existé ? Je mélange le vrai et le faux, c'est ça qui m'amuse. J'ai fait toujours ça dans mes romans, pour que le lecteur se demande si c'est du lard ou du cochon, mais à partir du moment où on crée un personnage, ex nihilo ou pas, en fait, il existe. Dès qu'il existe dans votre imaginaire, il existe en fait dans la réalité, puisque je joue sur la frontière entre vrai et faux. Et le cinéma, c'est l'art de l'illusion. C'est-à-dire à partir de quel moment on est de l'autre côté de l'écran, et tout le roman est fondé sur cette ambiguïté permanente. Donc vous avez fait une enquête, mais comment vous découvrez au départ le personnage de Maurice Topart ? Le personnage, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire du cinéma, et c'est un nom que j'ai vu une ou deux fois de façon très allusive dans des notes en bas de page où les gens déjà, si je puis dire, mettaient en doute son existence. Et en fait, j'ai tiré le fil et j'ai globalement du tout inventé puisqu'il n'y a rien sur lui, à tel point que je me demande s'il a réellement existé, mais je le fais exister, je l'incarne sous forme romanesque et j'en fais un personnage. Vous voyez, quand on voit quelqu'un en contre-jour, une ombre qui se découpe dans la lumière, comme quand on est face à un projecteur, voilà. Et toute l'histoire de Topart, c'est ça. Et donc l'idée d'inventer ce personnage, c'était quoi ? C'était de raconter l'histoire du cinéma de façon romancée, de façon un peu plus ludique ? Oui. Enfin, l'histoire du cinéma me passionne, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez austère, et c'est le premier grand nouvel art du XXe siècle. Ça m'a toujours passionné, et en même temps, j'ai mon côté romancier, feuilletoniste. Moi, je suis un grand admirateur des romans du XIXe siècle, Alexandre Dumas, Ponson du Terrail, Eugène Sue, tout ça, jusqu'au fameux Belphégor du début du XXe siècle, les Fantomas. Donc j'aime cette tradition du roman à énigme, du roman en fait sériel, dont les séries télé actuelles sont les héritiers. Et donc je voulais plaquer l'histoire du cinéma à un contexte romanesque extrêmement bondissant, rebondissant, avec des coups de théâtre, avec des choses trappes, avec des intrigues parallèles, de manière à ce que le lecteur ouvre le livre et n'arrive pas à décrocher, parce que chaque chapitre se finit avec le fameux à suivre qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller au chapitre suivant. C'est ça aujourd'hui la littérature, il faut de la dramaturgie comme les feuilletons Netflix ? Je sais pas, en fait, le principe du roman, c'est quand même d'être plongé dans une intrigue et de vouloir que l'intrigue suive. Netflix n'a rien inventé. Celui qui a tout inventé dans ce cas-là, c'est Alexandre Dumas. Monte Cristo a préexisté à toutes les séries de Netflix, et il y a une filiation directe entre le grand roman populaire qui a commencé vraiment dans les années 1820, avec la livraison hebdomadaire d'un chapitre, et donc les gens attendaient avec impatience la livraison suivante, et c'est le début de l'essor de la presse, et c'est le début de l'essor de la littérature pour tous, si je puis dire. Avant, c'était réservé à une élite parce que les gens ne savaient pas lire. Donc, pour moi, il y a une filiation directe entre le grand roman populaire et ce qui tient les gens enfermés chez eux le soir, d'ailleurs, qui vont, hélas, moins dans les librairies et qui lisent moins de livres, c'est la fameuse série télévisée qui est, en fait, pour moi, la synthèse
très réussie et parfois un peu hasardeuse entre le médium du cinéma et le rythme et la longueur du roman. Et donc, c'est la première fois que vous faites un roman comme ça, feuilletonné? C'est Non, une première? Mes romans sont toujours feuilletonnants, mais à chaque fois, j'adapte à un contexte sociaux, professionnels, culturaux, franchouillards différents, si je puis dire. Le premier se passait dans la presse, où là j'ai mis en scène le Paris de l'occupation. Le second dans le milieu de l'édition, un univers que je connais bien, parce que je le pratique depuis 20 ans, et j'ai fait un roman à clé sur l'univers de l'édition. Et là, une fois de plus, c'est un roman à clé sur l'univers du cinéma, où je mets en scène des personnages réels. On voit passer Chaplin, Griffith, Michel Simon, Jean Renoir, beaucoup de personnages, les gens de la Nouvelle Vague, Orson Welles, qui sont des gens que j'admire. Et ça, en fait, c'est très grisant pour un romancier de donner la parole à des gens qu'on admire et de les mettre en scène, de les mettre en mots, de les mettre en bouche, pour qu'ensuite, voilà, ils s'incarnent dans l'imaginaire du lecteur et que le lecteur se dise « Ah, mais peut-être qu'il a été comme ça, qu'il a dit ça ». Parce que le romancier est une espèce de démiurge, il a droit de vie et de mort sur des personnages, et donc il a le droit d'hypnotiser son lecteur pour l'entraîner, pour le prendre dans ses bras, et pour l'entraîner et lui faire croire à du faux. Et ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, ce casting de stars dont vous parliez, tout est inventé ou vous avez enquêté sur ces personnages pour rédiger des anecdotes qui ont réellement existé? Je mélange toujours tout. C'est-à-dire que normalement, il n'y a aucune faute chronologique. Il peut y en avoir parfois, j'ai un petit peu tiré, mais je travaille de façon extrêmement précise en amont de mes livres. C'est-à-dire qu'avant de fabriquer du faux, il faut que tout soit vrai. J'utilise des grosses chronologies historiques extrêmement précises où je vais chercher parfois, je regarde la presse de l'époque, les journaux intimes de l'époque, pour que tout soit extrêmement précis. Ce que les gens mangeaient, ce qu'on trouvait dans les magasins, quels étaient les films qu'il y avait, quelles affiches il y avait dans la rue, pour que le décor soit d'une précision absolue. Ensuite, on fait ce qu'on veut, parce qu'à partir du moment où le contexte est réel, on peut s'amuser à instiller de l'imposture, si je puis dire, de l'imaginaire dans cette réalité, et tout devient cohérent. Donc ce sont des anecdotes qui sortent de votre esprit, tout ce qu'on lit dans le livre, où il y a des choses vraies? Il y a des choses vraies, il y a des mots, il y a des mots d'auteur, il y a des émissions de radio qui existaient à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'un tel et un tel y sont allés, mais tout aurait pu avoir lieu. Voilà, donc on est dans une espèce de réalité conditionnelle. Est-ce que vous avez appris des choses sur justement cette époque de la Nouvelle Vague? Quelles anecdotes vous pourriez nous raconter un petit peu? Là, vous me posez une colle parce que j'ai passé tellement de temps. D'abord, j'ai lu toute une série d'histoires du cinéma, et c'est vraiment, on part de 1895, l'origine du cinéma, l'invention de la Lumière, et le moment où il y a cette bascule assez rapidement, parce que le cinéma au départ est un art purement documentaire, c'est même une astuce technologique, et tout à coup, on se met à faire de la fiction, l'imaginaire s'en mêle, ça donne Méliès, et puis ensuite, il se met à y avoir les premières stars, souvent en France, Max Linder, puis arrive la Première Guerre mondiale, le cinéma se déporte, si je puis dire, de la France, qui est un pays laminé, aux États-Unis, et c'est le début d'Hollywood. Et voilà, et ensuite les choses s'enchaînent, et les États-Unis deviennent le phare du cinéma, mais la France le redevient dans les années 20, avec l'Allemagne. Enfin bon, donc tout ça, c'est l'essor d'un art qui s'invente, se réinvente en permanence, et qui arrive à un sommet de raffinement à la fin des années 20, et tout à coup, pouf, le théâtre prend sa revanche parce que le cinéma devient parlant. Avant, c'était un art universel, c'était comme une forme d'espéranto, parce qu'on pouvait voir un film dans n'importe quel pays, les gens ne comprenaient pas ce qu'on disait, puisque c'était muet, il y avait juste une musique, et donc c'était une sorte de parole absolue. Ensuite, à partir du moment où arrive le parlant, ça devient beaucoup plus compliqué. On appelle ça du théâtre de concert. C'est-à-dire que tout à coup, la caméra est plus étroite parce qu'il faut qu'on comprenne ce que disent les gens. Il y a un problème technique. Et donc, il faut de nouveau réinventer. Et il y a une bascule entre le muet et le parlant. Toute une série de gens se retrouvent au chômage. Chose que, par exemple, je ne m'attendais pas. C'est une anecdote. Enfin, je ne me rendais pas compte à quel point. Parce qu'en fait, c'était des gens de tous les pays du monde qui faisaient semblant de parler le français. Et tout à coup, ces gens se retrouvent sur le carreau. Et il y avait toute une série de petits métiers qui ont disparu, remplacés par d'autres métiers qui sont ceux du parlant, par exemple. Et ça, on est dans les années 20. On est entre 27 et 1930, voilà, la fin des années 20. Et donc, vous allez jusqu'à 1960, vous revenez donc en France? C'est-à-dire, comme je voulais mettre en scène quand même les années 60 à la base, j'ai inventé pour le coup une jeune journaliste de 1965 qui travaille dans une revue cinématographique proche de la Nouvelle Vague et qui décide d'enquêter sur ce topard dont on ne sait rien, et qui donc part à sa recherche, parce que c'est une époque où il pouvait y avoir encore des témoins, encore des amis de topard, et donc elle va les voir les uns après les autres, elle remonte le fil et se rend compte que le fait qu'elle enquête là-dessus n'est pas innocent. Mais je ne vais pas tout vous raconter. C'est-à-dire quand même. Ah ben non, ça on comprend ça au fur et à mesure du livre. Mais en fait,
Enquêter sur Tobar, c'est aussi enquêter sur elle-même, sur son propre passé et sur ses mystères, sur les mystères de ce qu'elle est, de sa passion pour le cinéma et de son rapport très très organique qu'elle a avec l'image et l'image animée. Et alors, à votre avis, maintenant, après avoir enquêté, est-ce qu'il aurait vraiment existé, ce Maurice Topard? Ah, pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que vous savez, quand on vit... pourquoi on l'aurait inventé s'il n'avait pas existé, et pourquoi il n'y a pas du tout d'archives sur ce monsieur? Ça reste un mystère. C'est pour ça que j'ai tiré le fil au point d'en faire un personnage de fiction. Vous savez, il y en a plein d'autres en fait qui sont arrivés et simplement ils ont tourné à gauche et tourné à droite et c'est le chemin au sentier qui bifurque. Oui, tout à coup on choisit d'aller quelque part et la vie change. Voilà, il y en a des milliers sans doute. Moi j'ai choisi Topard, il y en aura peut-être plein d'autres. Mais voilà, j'ai choisi cet homme-là et je lui ai inventé une vie. Je l'ai habillé, si je puis dire. Je l'ai coloré, je l'ai mis en mots, je l'ai mis en scène et j'en ai fait mon film. Justement, de film, vous avez écrit avec votre maman un scénario. Absolument. Est-ce que ça, vous auriez envie d'en faire éventuellement une série pour la vendre au cinéma ou, Max Topard, alors ça ferait un film, je pense, passionnant, extrêmement complexe. Je l'ai fait lire à quelques réalisateurs et quelques producteurs qui me disent tous... C'est bien, mais c'est cher, parce qu'effectivement... Trop de décors, trop de voyages. Trop de décors, beaucoup de personnages, des intrigues parallèles, beaucoup de costumes. Alors, tout ça peut se retailler, surtout de nos jours, avec un fond vert, on peut obtenir beaucoup de choses. Mais ensuite, il faut... Ce qui fait le succès d'un film, inspiré d'un livre, c'est que le livre, déjà, a beaucoup d'aura, les gens en parlent. Ensuite, bon, tout est possible, et franchement, à mon avis, ça ferait un film assez étonnant, puisqu'on serait vraiment dans la mise en abîme du cinéma. Est-ce que cinéma et littérature, à votre avis, aujourd'hui, en 2022, sont toujours autant liés? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait autant d'adaptations de livres? J'ai même l'impression qu'on en fait de plus en plus, parce que certaines séries sont adaptées de romans, et quand on voit le plus gros succès, l'un des plus gros succès au César et l'un des grands succès l'année dernière au cinéma, c'est Illusion perdue de Balzac. Donc c'est pas anodin qu'on aille se plonger dans la grande littérature traditionnelle du 19e siècle pour trouver des bonnes intrigues, des bons personnages, de la profondeur, une construction et une dynamique romanesque qui en fait s'adapte remarquablement au cinéma. Et alors votre prochain livre, votre prochain projet? Alors en fait mon prochain projet qui date déjà de quelques temps parce que le Covid a un peu ramassé tout ça, on reste dans le cinéma, c'est une biographie romanesque d'Arletty, personnage que j'adore, qui sortira alors soit à l'automne soit l'année prochaine et que j'ai fait de façon extrêmement précise. Pour le coup c'est vraiment une biographie, mais mon virus de romancier reprend toujours le dessus. En fait je l'ai fait parler, je me suis mis dans sa tête, dans son corps, dans ses mots, et c'est elle qui parle au jeu. Et c'était passionnant à faire. Donc vous êtes devenu un petit peu femme? Ça m'arrive, ça à certaines heures. Nicolas Desterneux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis plein de courage pour votre prochain livre d'Arletty. Vous avez commencé à écrire quelques pages? Ah oui, Arletty, il est déjà fini. Ah, il est déjà fini. Donc il va sortir en... Soit à l'automne, soit l'année prochaine. Ça va dépendre, vous savez, les calendriers éditoriaux. Surtout en ce moment, tout est très très flou. Donc l'important, c'est de s'accrocher, d'avancer, de lire et d'aller au cinéma. Merci beaucoup. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'info continue sur Télé Sud. Restez avec nous.